Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse. On a changé un petit peu de format pour recevoir mon invité aujourd'hui pour parler état et perspective des marchés financiers pour la fin de l'année. Et justement, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Denise, directeur des investissements chez Oddo BHF Asset Management. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Il s'est passé, comme d'habitude, plein de choses depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Et il va s'en passer sans doute plein d'autres. J'ai envie de te proposer un petit jeu qui reprend une émission de radio que les plus jeunes ne connaissent pas. Ça s'appelle le Stop ou Encore. Je sais pas si tu te souviens un peu à quoi ça ressemble. Je suis pas tout jeune. Voilà, exactement. Et on va commencer par finalement ce qui a fait la tendance des marchés sur les derniers mois. Et bizarrement, ça va te sembler peut-être un peu étrange, j'avais envie de commencer par les valeurs américaines, par les indices américains. Quelle surprise. Ouais, je sais, pardon. Pas très original. Nasdaq record, S&P 500 record, Dow Jones pas si loin. On s'interrogeait en début d'année, est-ce que l'IA, la hausse des valeurs de l'IA va se poursuivre? Est-ce que ces investissements vont se traduire en termes de rentabilité? On est là, on se parle en octobre, et plus personne se pose ces questions-là, et ça a continué à progresser. Alors, stop ou encore? Alors, sur les valeurs américaines, c'est difficile de faire stop. D'abord, Ouais. pourquoi? Parce que sur les 50 plus grandes capis, il y en a, même sur les 30, allez, sur les 30, il y en a 26 qui sont américaines. Bon, donc au niveau mondial, donc c'est difficilement... On peut pas trop s'en priver, quoi. Non, Ouais. donc, à partir de là, bon, le constat, quand même, ce constat-là, mis à part, on a effectivement un questionnement sur les valeurs américaines et notamment sur une bulle qui est en train de se mettre en place, puisque c'est un peu la question sous-jacente. Si Attends, je quand comprends même. bien. Oracle qui annonce révision plus 30%. AMD qui explique qu'ils ont un contrat avec OpenAI plus 23%. Puis ça continue à grimper derrière. N'importe quelle petite boîte qui annonce aujourd'hui un contrat en l'IA, c'est une hausse à 2 chiffres et pas une petite hausse. Alors, en fait, C'est chaud quand même. c'est vrai. Mais, donc il y a ce qu'on appelle des CAPEX dans le jargon, donc des dépenses d'investissement qui sont majeures. Mais il faut voir en face de quoi on se retrouve. On est en face d'une révolution qui est en train de se mettre en place et enfin une monétisation de l'intelligence artificielle, et ça se voit dans les résultats. Il faut voir les résultats, les cash flows générés par des sociétés comme Microsoft, comme Alphabet, comme ce qu'on appelle les hyperscalers. Donc oui, il y a des dépenses d'investissement qui sont majeures, mais C'était pas le cas c'est dans pas la du bulle crédit, TNT? c'est pas fait avec Ouais. du crédit, c'est Ok. autofinancé. Ok. Et donc en fait, il y a une génération de résultats, de cash flow qui autorisent ces investissements. Si on était sur une bulle de crédit, là oui, on pourrait se poser des questions. Après, il faut faire la part des choses. On a une part de la cote américaine qui ne produit pas de résultats, où les valorisations ont explosé, alors que ces sociétés, c'est juste de l'espoir. Celles-là, vous les évitez. En revanche, aujourd'hui, à Nvidia, avec une marge opérationnelle de 64%. Certes, on était à 75% il y a encore 2 ans. Quand même, 64, C'est ouais. pas que ça reste pas mal, hein, c'est pour l'instant. Et il faut voir que Nvidia, ça produit les pelles et les pioches. Donc c'est ça qui, c'est encore ce type d'acteurs qu'il faut favoriser. Après, les autres, les adopteurs, ceux qui vont adopter l'IA, là, effectivement, on peut douter un petit peu de la monétisation de l'intelligence artificielle, mais on voit que ça commence à se mettre en place sur la santé, sur la publicité surtout. La publicité aujourd'hui, toi comme moi, en fait, on est de plus en plus ciblé et c'est de manière quasi individuelle. Mais ce qui a vraiment évolué, c'est l'impact. Aujourd'hui, en fait, ces sociétés, grâce à l'IA, sont capables de mesurer l'impact sur toi. Et donc de t'adresser encore plus de manière granulaire des publicités qui vont te marquer et qui vont faire que justement tu vas consommer. C'est une révolution, vraiment, je le dis. Donc, stop ou encore? Non, encore. Mais attention, hein, pas tous les pans de la cote Est-ce qu'on a le américaine. droit de penser que c'est un début de bulle, quand même, Oui, Laurent? oui, Oui. oui, évidemment. Bon. Mais... Quand est-ce qu'elle éclate? Ah, ça, c'est la vraie question. Et ça, j'ai pas la réponse et malheureusement, j'aimerais bien, hein, parce que là, à la limite, je ne serais même pas là et puis bon, ben voilà, je serais plutôt en vacances, hein, en train de dépenser l'argent que j'aurais gagné sur les marchés de manière assez facile puisque je connaîtrais l'avenir. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Bon. Est-ce qu'on est en bulle? Est-ce qu'on rentre en bulle? Oui. Oui. On rentre en bulle, pourquoi? Parce qu'on a des valorisations qui sont tendues sur tous les marchés, hein, marché américain, mais pas simplement. Les marchés européens, c'est un peu la même chose. On va en parler. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une configuration où, sur toutes les zones géographiques, je dis bien toutes les zones géographiques, on a des politiques monétaires très accommodantes et à la fois
des stimulus fiscaux, là aussi, majeurs. Aux États-Unis, la Big Beautiful Bill là, qui va se mettre en œuvre. En Chine, le déficit budgétaire, c'est 10%. On est revenu au Covid. On l'a pas ce chiffre en tête. Ouais. Voilà, ça y est, on l'a. 10% déficit. 10%, et puis les 1000 milliards de dépenses d'investissement de l'Allemagne qui vont accroître la croissance potentielle et faire que ça ruisselle normalement l'Europe, même si on va reparler. La France peut peut-être décevoir. Perturber. Bon, perturber, on va reparler Chine, on va reparler Europe, mais j'aimerais parler de deux choses qui ont aussi très bien fonctionné sur le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. C'est, là aussi bizarrement, l'or et le Bitcoin. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des investisseurs individuels sont assez convaincus qu'il faut de l'or, peut-être moins du Bitcoin. Là aussi, est-ce que de l'or, avec une once qui est à plus de 4 000 $, un Bitcoin qui est à plus de 221 000, ça reste intéressant pour l'investisseur individuel? Alors l'or, absolument. Oui. Pour une raison simple, c'est que en fait, il y a une crainte d'une dédollarisation, d'une économie, d'une administration américaine. C'est ça, du billet vert. Exactement. Ouais. Et donc par rapport à ça, si le dollar se déprécie, il faut essayer de trouver un petit peu des alternatives. Et les alternatives, il n'y en a pas 36 aujourd'hui. Pas vraiment l'euro. On ne peut pas dire que la croissance de la zone euro soit significative. Et puis les devises asiatiques, la Chine, c'est pas encore une devise qui permet justement de se diversifier. Donc on va chercher quoi? On va chercher de l'or, et puis on va chercher ces devises numériques. Alors, est-ce que c'est le Bitcoin, le stablecoin? Ça, c'est à voir. Mais effectivement, s'interroger et même se positionner, compte tenu aussi des flux qui sont massifs, des banques centrales qui sont en train de se rendre compte qu'elles auront moins besoin de dollars dans l'avenir, et donc finalement basculer leurs obligations d'État en dollars vers de l'or, ça fait sens. Ils sont passés de 3% en fait de leurs réserves à 7%, et certaines banques centrales anticipent de monter jusqu'à 15%. Ouais, c'est ça qu'il faut accompagner. Il faut accompagner le flux, et aujourd'hui en plus, on a une demande au niveau de la joaillerie. C'est-à-dire qu'en Inde et en Chine, ça explose. Et donc, en fait, si on cumule les deux aspects, banque centrale et demande sur les deux pays les plus 1,4 milliard de chaque côté, en termes de population. On veut son petit bijou en or, oui. C'est un petit peu ça. Donc, le petit bijou en or plus la banque centrale qui accumule les réserves, ça fait que l'or a dépassé les 4 000 et puis va vraisemblablement aller peut-être vers 5 000, on ne sait pas. Donc, et le Bitcoin... Alors, un Bitcoin, c'est compliqué, parce que moi, Laurent Denise, je ne peux pas te dire si demain, le Bitcoin, ça vaut 200 ou si ça vaut 50. Et puis, ça c'est compliqué. Plein d'investisseurs individuels se demandent aussi, il y a les early adopters, comme on dit, ceux qui ont été très vite convaincus, et puis, encore une fois, la majorité qui se dit, bon, je comprends pas forcément très bien, et j'ai l'impression que c'est super risqué, et j'ai peut-être pas forcément envie de mettre ça dans mon portefeuille. Alors, on peut l'envisager sous un autre angle, en fait, et c'est un peu notre métier, c'est-à-dire que, on va pas savoir quelle est la valeur, mais en revanche, est-ce que ça fait sens dans un portefeuille? Et donc là, on va regarder deux paramètres. La corrélation, c'est-à-dire comment ça bouge par rapport aux autres les indices boursiers évoluent. Exactement. Donc, et notamment, là, on a vu qu'avec le dollar, en fait, c'était inverse en termes de mouvement. Plus le dollar se dépréciait, plus les bitcoins montaient. Donc ça paraît intéressant. En revanche, quand on regarde par rapport au Nasdaq, c'est plutôt un booster du Nasdaq pour l'instant, puisque en gros, le Nasdaq fait 20% et puis ton bitcoin a vraiment explosé. Mais oui, ça fait sens. Ça fait sens. Parce que demain, on voit qu'on va vers des devises numériques. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une déréglementation, c'est-à-dire que le Genius Act aux États-Unis qui autorise en fait une collatéralisation du stablecoin par un dollar avec une obligation d'État qui est associée. Et puis de l'autre côté, l'autorisation par l'administration Trump de mettre dans des 401k, donc des plans de retraite, du Bitcoin. Donc il y a une acceptation, il y a une génération d'acceptation. Acceptation réglementaire. Acceptation au niveau de la faisabilité, démocratisation au travers des ETF. Et puis derrière, la technologie. Je ne vais pas rentrer dans des termes trop techniques, mais il y a ce qui s'appelle le développement du Lightning Network. On va être un petit peu technique là. Allez, donc en fait, on utilise la blockchain pour le Bitcoin, mais là, c'est ce qu'on appelle un second layer, une deuxième étage, en fait, qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup moins consommateur d'énergie. Et aujourd'hui, il se passe quoi à Lugano, en Suisse? En fait, tu peux payer ton Big Mac en Bitcoin.
en stablecoin, en fait, essentiellement, plutôt qu'en Bitcoin. Mais demain, ça sera en Bitcoin. Et ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a en fait un transfert qui est en train de se faire entre ce qu'on appelle des devises classiques, des fiat currency, et des devises numériques qui vont être de plus en plus employées. Tout Western Union a dû, je pense, va avoir des problèmes dans le futur. Pourquoi? Parce que il va être facile de transférer. On n'aura plus besoin d'intermédiaires sur ce genre de transactions. Bien sûr. Donc, la réponse top encore sur... Là aussi, voilà. Oui, on y va, il faut y aller. Il faut y aller. Aujourd'hui, on n'a pas la décorrélation encore suffisante, mais il faut le penser, la diversification et le Bitcoin comme faisant partie de la diversification, certainement. Il faut se réinventer un petit peu. Laurent, quand je t'écoute, c'est un peu ce dont j'ai l'impression. J'ai envie de dire une chose. Aujourd'hui, tu as raté là, ces 2 dernières années Nvidia, Oracle, Rheinmetall, les banques. En gros, j'ai loupé l'essentiel de la perte des marchés. Non, mais tu as perdu de l'argent. Enfin, tu n'as pas gagné d'argent. À minima, tu n'as pas gagné d'argent. Et en tout cas, tu as sous-performé par rapport à tout. Et donc, demain, qu'est-ce que tu fais? Demain, il faut pouvoir capter ces tendances. Donc, capter ces tendances, et le Bitcoin et cryptocurrency en font partie. Définitivement. Ne pas louper les virages à venir. Tu nous as parlé aussi de la Chine et de l'Europe. La Chine, on n'en a finalement pas beaucoup parlé, mais ça a quand même bien rebondi. On était resté focalisé un peu sur les problèmes de l'immobilier, de la défiance des ménages. On a le sentiment que le mood, l'ambiance a peut-être un petit peu changé sur le marché chinois et que la question, c'est pas est-ce qu'il faut revenir sur la Chine, oui, il faut être sur la Chine, quoi. C'est presque une évidence aussi maintenant. Alors, je vais me permettre là un petit peu d'auto-congratulation. Allez. Parce que j'en avais pas, ça fait à peu près 2 ans que j'en parle, donc j'ai été 6 mois, beaucoup de photos, tout le monde rigolait. Ça va redémarrer, ça redémarre pas, il va y avoir un plan, il n'y a pas de sourire en coin, oui, il est gentil, bon voilà. Bon, c'est vrai, je me suis trompé les 6 premiers mois, mais ça fait quand même 1 an et demi que là, on est en forte accélération avec une surperformance des actifs chinois. Par rapport même aux actifs américains. La tech chinoise a surperformé, il faut avoir ça en tête, il y a une vraie révolution qui se met en place là-bas. Revenons à la genèse de ça. Il s'est passé en 2018 un événement essentiel. Il s'est passé le fait que les US ont mis un embargo sur les semi-conducteurs. Oui. Et là, les Chinois ils se sont dit oh, on est piégé. Oui. On ne peut pas réagir. On n'a pas les moyens. Non mais vraiment. Oui. Et à ce moment-là, en fait, ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'on a fait? Notre économie, en fait, était basée sur le financement de l'immobilier, la construction, qui a, en fait, eu cet effet richesse. Chose plutôt traditionnelle, au final. Et de l'autre côté, le business model sur les exportations. Mais au niveau domestique, c'était la construction. Ils ont arrêté, les banques ont arrêté, parce que l'État leur a demandé, de prêter, de financer la construction qui s'est écroulée. Donc, crise immobilière massive, tout le monde est au courant. Et à côté de ça, ils ont fait quoi? Les banques, maintenant, vous prêtez de manière aux entreprises de tech. Et de manière à ce qu'il y ait une révolution industrielle. Pas simplement la tech, vraiment de manière industrielle, et notamment l'automobile avec les surcapacités. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit BYD, on voit il y a 140 manufacturiers automobiles en Chine, il faut avoir en tête. Donc, il y a des pans entiers, en fait, d'industries qui ont vraiment accéléré. Donc, tu me dis qu'en 4 ans, ils sont réinventés de façon incroyable, quoi. C'est ça, le constat. Absolument. Ouais. Et là, j'étais en Afrique du Sud il y a à peu près 1 an, et j'ai été sidéré. Il y a encore un peu de voitures japonaises, et le reste, il n'y a plus une voiture allemande, il n'y a que des voitures chinoises, avec des marques dont on n'a jamais entendu parler. Gonki, Geely, Chery, enfin je ne sais pas si tu les connais, mais tout le monde connaît BYD. Voilà, tout le monde connaît BYD, mais tout ce qui est 4x4 de luxe, en fait, mais c'est vraiment, on ne sait pas si c'est allemand ou pas, mais en fait, c'est pas allemand, donc c'est chinois. Donc on voit bien qu'il y a des parts de marché, surcapacité, etc., qui font que la Chine est leader sur des pans technologiques massifs. L'autre point important sur la Chine, c'est la démographie. Tout le monde est au courant, il y a un problème démographique en Chine avec la politique de natalité. Mais en fait, ça s'est accéléré dans les 10 dernières années pour un autre problème. Parce que justement, les ménages qui vivaient dans les grandes villes avaient investi dans l'immobilier et en fait se sont retrouvés à poil. Donc, et des primes, et donc, dans ces cas-là... Imaginer un futur quand on... C'est exactement ça, donc on ne fait plus d'enfants. Bon, c'est assez simple à comprendre. Et donc là, comment lutter contre ça? Il faut retrouver un peu de prospérité pour ces personnes-là. Et donc, comment on fait? En fait, il y a 2 piliers de la prospérité en Chine. Il y a l'immobilier, mais il y a aussi les marchés de capitaux. Alors, il faut savoir que ces personnes-là, elles sont à 2 tiers investies sur les marchés actions.
Alors les autorités elles se sont dit quoi? Tiens, Bon, eh ben, on va reflater le on va prix des péter actifs. le marché action. Non, mais c'est Ouais. comme ça que ça se passe. Et je peux t'assurer que les marchés actions ne vont pas baisser parce qu'il faut justement Redonner de la richesse aux redonner. Chinois. Moi, je Exactement. t'écoute. Et donc, à partir de là, ils seront en capacité de consommer. Et donc, bah, c'est comme ça aussi que tu relances la demande domestique et ça te permet justement de transformer un peu ton business model lié à des exportations avec ce qui se passe au niveau géopolitique. Donc là, tu vois que tu as les deux piliers chinois qui font que, en plus de la révolution industrielle et technologique qui est en train de se mettre en place, ben en fait, on a un État chinois qui a complètement changé. Et puis là, il y a cette mise en place de l'anti-involution, c'est-à-dire qu'ils sont allés un petit peu trop loin dans cette révolution industrielle, et donc il faut limiter les surcapacités. Et donc, en fait, on a cette politique-là qui est en train de rééquilibrer justement ces surcapacités, qui donnera peut-être à terme un petit peu d'inflation en Chine. On ne sait pas. Pour l'instant, ça Ouais. exporte de la déflation, et ça va continuer à exporter de la déflation, mais il y aura peut-être un changement plus tard. Les marchés émergents à la Chine, c'est vraiment un axe majeur d'investissement et pas dans 6 mois, pas dans un an, là, maintenant. Là aussi, un virage à ne pas Ouais, manquer. c'est- Tu me parlais des voitures, on ne sait plus aujourd'hui si le 4x4 de luxe c'est un 4x4 Mercedes ou un 4x4 BYD. Justement, la promesse européenne, il y avait beaucoup d'espoir en début d'année quand Trump est arrivé et l'instabilité qu'il a amené. On s'est dit, ça y est, l'Europe a une carte à jouer. On a le sentiment que ça s'est concrétisé dans certains domaines. La défense, tu parlais de Rheinmetall, le constructeur allemand. Ça a très bien marché aussi pour Thales ou Safran. On a peut-être le sentiment que 6 mois plus tard, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, là, on a une phase, effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas vraiment. Alors, il y a un risque d'exécution sur l'Allemagne, ça prend un peu plus Oui. de temps. Et Il faut effectivement, débloquer les fonds. il faut débloquer les fonds et puis il faut faire en sorte de transformer les usines qui sont des usines essentiellement liées à l'automobile, hein, parce qu'on ne va pas se cacher, construction, chimie et automobile, tu as les trois piliers de la croissance allemande. Eux Il aussi, y en a ils deux qui pousseraient sont à un l'arrêt, peu, puis il y en a un qui est attaqué Ouais. par les Chinois. Hein. Ouais. Donc bon, effectivement, là, ça, c'est quand même compliqué de transformer l'Allemagne, sachant que son business model a fonctionné ces 20 dernières années, même j'ai presque envie de dire depuis l'après-guerre. Donc oui, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps parce qu'en Allemagne, il y a ce qui s'appelle la Mitbestimmung, il faut avoir l'accord des syndicats, des comités d'entreprise. Donc la mise en œuvre est un peu plus tardive. Mais il ne faut pas sous-estimer ce qui est en marche. En fait, c'est quand même une révolution aussi en Allemagne qui va amener une croissance potentielle nettement supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on est patient. Il faut être un peu patient, il faut justement il faut arriver à accompagner un peu. Donc oui, il y a des valorisations qui ont peut-être suranticipé, mais croire que la défense ne va pas performer dans les prochaines années, pour moi c'est une erreur. Croire que les banques ne vont pas financer cette croissance, c'est Ah, une tu erreur. crois aux financières, toi? Parce qu'il y a des, il y a Ah. des, il y a des Ah, moi, interrogations. Ouais. Non, je crois aux financières. Là, il faut, j'ai envie de dire, merci la réglementation. Pour une fois, tout le monde dit, oh, les Européens surréglementent. Oui, c'est vrai, mais là, pour une fois, ça leur a permis d'avoir des ratios en fait de capitaux Core Tier 1 qui sont juste extraordinaires, qui leur permettent de déployer du capital. Où ça? En prêtant, puisque la BCE finalement a aidé aussi, et puis on a des pentes de taux qui sont relativement élevées. Et le métier d'une banque classique, commerciale, je vais citer le crédit agricole, emblématique, c'est de prendre tes dépôts et puis d'aller prêter à long terme. Et puis s'il y a une différence, merci, c'est pour moi, et je gagne beaucoup d'argent. C'est un petit peu ce que fait la banque quand même. Hein. Et derrière, elle gagne de l'argent à faire des prêts aussi. Donc aujourd'hui, en fait, tant qu'on n'a pas de hausse du coût du capital, c'est-à-dire une hausse des créances douteuses, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas, il n'y a pas une augmentation des créances. Pour l'instant, pas du tout. Ouais, Pas du ok. tout. Donc en fait, si on a la capacité à déployer du capital, la capacité à profiter en fait d'une configuration de marché intéressante, les banques vont continuer à augmenter en fait leurs bénéfices. Et alors peut-être qu'en France, on va avoir une taxe exceptionnelle sur les banques, donc ça va peut-être perturber à minima pendant une petite période, certes, mais si jamais ça baisse, je recommande, oui, d'acheter des banques au niveau européen. Bon, quand je t'écoute comme ça, je sens de l'optimisme, je me dis tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'ai quand même quelques choses, 2 ou 3 trucs qui m'inquiètent. On parle quand même des taux à 10 ans, des taux souverains. Il y a une compète en ce moment entre la France, le Royaume-Uni, le Japon pour savoir qui va péter des records. Les taux, l'endettement,
Ça aussi, c'est quand même quelque chose. Bah, Ah non, tu regardes ça avec un peu de vigilance. Tout n'est pas rose, hein. Ouais. Bien sûr que non. Il y a une vraie inquiétude sur l'endettement au niveau mondial, hein. On atteint là des ratios de dette sur PIB, des ratios de déficit budgétaire aux États-Unis, j'en ai parlé en Chine, enfin partout, qui sont, hormis l'Allemagne, qui sont un petit peu inquiétants. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe, Oui. quoi, donc, Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi quand tu es investisseur particulier, tu regardes le marché obligataire et que tu te dis, bon, comment je me positionne dans un contexte où je sais pas trop quoi faire. Alors, déjà, je pense que le marché clé, c'est le marché américain. Et la problématique, hein, c'est effectivement la balance des risques a un petit peu évolué. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis, on avait peur que l'inflation explose, et puis là, c'est plus, on a des chiffres sur l'emploi là, qui ont déçu, et donc peut-être le chômage, et donc une décroissance, en fait, et donc, même, c'est vrai, elle se met en place, cette décroissance. Jusque où? Est-ce jusqu'une récession? Pas sûr, mais en tout cas, la Fed a commencé à baisser ses taux, et on voit que croissance, c'est en plutôt tout cas. le prisme qu'elle prend. Bon. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça ne change pas trop la donne, parce que ce qui importe, c'est les taux longs, et c'est ce que tu as évoqué. Mais là, il ne faut pas oublier le rôle de la Banque centrale. La Banque centrale, en fait, elle a aussi sa mission, enfin ses missions, ouais, exactement, ça, de stabiliser l'économie. Et donc, tu veux dire qu'elles ne laisseront pas faire, c'est ça? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que ce qui est en jeu, c'est le marché, c'est l'immobilier. Et si les taux longs partent trop haut, trop fort, ben là, tu as un écroulement du marché immobilier. Rappelons-nous quand même que Trump vient de ce monde-là. Et donc, pourquoi il veut prendre un peu le contrôle de la Fed? C'est pour pouvoir justement maîtriser un peu la partie longue de la courbe. Faire ce qu'on appelle dans notre jargon des opérations twist. On émet du court et en fait, on va racheter du long. Je pense que la BCE ne va peut-être pas baisser beaucoup ses taux, mais en revanche, ce qu'elle va faire, la BCE, c'est qu'elle va arrêter son quantitative tightening. Quantitative tightening, c'est quoi? C'est en fait diminuer la taille de son bilan. Et ça, c'est bientôt terminé. Elle va reprendre. Elle va arrêter de vendre, enfin en tout cas Elle va arrêter de vendre, et puis après, elle va recommencer à acheter des maturités longues. Pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas se permettre en France, en Allemagne, l'Allemagne qui n'émettait pas, qui n'a pas émis entre 14 et 19, on va émettre 200 milliards d'euros. Bon, on va voir comment c'est absorbé, mais il ne faut pas que les taux longs partent. Ce n'est pas possible. Les taux réels sont beaucoup trop importants en zone euro pour que la zone euro puisse se permettre. Le Japon, Madame Takaichi devrait devenir Premier ministre. Voilà, avec un programme très keynésien. Oui, relance budgétaire, le monétaire, c'est pas si... Tout le monde parle d'Abenomics. Attention. 2.0. Nous, on n'y croit pas trop. En fait, okay. On n'est pas dans la même configuration. Donc, et les taux longs, en fait, ont déjà beaucoup monté. Donc, revenir avec un budget très expansionniste, oui, il va être expansionniste, mais quand on regarde un peu les mesures qui peuvent être prises, finalement, il y a une baisse, il y a des subventions qui vont avoir lieu, mais ça ne va pas être majeur. Et ça ne peut pas être majeur. Donc, là aussi, la Banque centrale du Japon... finalement, derrière tout ça. Donc, mais pourquoi? Parce que les banques centrales n'ont pas d'autre choix que d'accompagner cet endettement massif qui est lié à la guerre, qui est lié à le post-Covid, qui est lié à des besoins de dépenses en infrastructure qui sont juste colossaux. Donc, quelque part, en fait, tu as besoin de dépenser pour cette transition climatique, géopolitique, infrastructure, économique, qui fait qu'aujourd'hui, les taux ne peuvent pas trop monter. S'ils montent, alors là, on est dans une autre configuration. Mais les banques centrales ont les moyens d'éviter ça et les moyens justement de stabiliser l'économie. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je ne vais pas te dire, je trouve que les valorisations sont un petit peu trop élevées, honnêtement. Donc un peu de prudence par rapport à tu vois, Oracle ou même... là, il y a AMD, là. Bon, AMD, ça fait plus 24, puis le lendemain, ça fait plus 4, puis le lendemain, ça fait plus 10. C'est pas comme si c'était sous-valorisé à la base. Donc là, on arrive à 100 fois les résultats forward. Donc, je rappelle quand même qu'il faut 100 années de résultats pour récupérer son capital, hein, parce que c'est ce que ça veut dire. Bon, il y a un moment, stop, quoi. Donc un peu de prudence. Donc, prudence, un mot pour les 6 mois à venir. Donne-moi 2 autres, tiens. Une bascule vers les actifs émergents. Je pense que les actifs émergents, plutôt actions sur l'Asie du Sud-Est, et puis sur l'obligataire, sur les marchés émergents en devises locales. Là aussi, les banques centrales ont fait le job, et je pense qu'il y a de la vraie valeur. Dans notre métier, il y a 2 choses. Il y a gagner de l'argent en captant les tendances, et puis il y a gagner de l'argent en dormant
Et donc, ça s'appelle le portage. Donc, en quoi on peut trouver, en fait... J'aime bien, moi, gagner de l'argent en dormant. Moi aussi, D'ailleurs, tu te lèves le matin, tu as gagné un peu d'argent. C'est magnifique. Et donc, il y a les fonds datés obligataires sur de hauts rendements, tu as ces obligations d'État sur les marchés émergents qui te génèrent à peu près 5-6% de rendement. Ouais. Compte tenu de l'inflation, notamment en France, qui est à 0,90, ça fait du sens. Donc, il ne faut jamais oublier que le rendement réel, c'est la clé de ta richesse future. Si tu commences à perdre de l'argent sans une fois déflaté de l'inflation, si tu gagnes 1% mais déflaté de l'inflation, tu perds de l'argent, tu perds de l'argent, ton capital se déprécie et c'est ça qu'il faut éviter. Donc la première base, c'est ce portage et ensuite on va chercher un petit peu les tendances, puis on essaie d'éviter les valorisations un peu trop élevées aujourd'hui. Donc un peu de prudence sur les valos, la bascule qu'on acte vers les émergents, vers ce mouvement de dédollarisation, il y a autre chose à surveiller pour toi ? Non, mais la dédollarisation, pour moi... Ça, c'est quelque chose... On se l'est dit avant l'interview, tu m'as dit ça c'est une tendance de long terme et ça va être hyper important. Ouais, là on va faire un peu de prospective. On va finir là-dessus. Ouais. Parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, aller capter le futur Nvidia, c'est ce que tout le monde souhaite. Tu vois, en 2023, ça valait rien. Aujourd'hui, ça a pris 50 000%, quelque chose comme ça. Non, mais c'est pas loin du chiffre. Non, mais c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il se passe qu'au niveau géopolitique, tu as vu que Xi a rencontré Poutine et a rencontré Modi. Donc, Russie, Chine et Inde qui pourraient peut-être collaborer. Bon, d'un point de vue économique. En sachant que Chine et Inde, c'est quand même les ennemis, je dirais, politiques, jurés depuis des décennies. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'ils pourraient se retrouver ? D'abord, en fait, il faut voir que si tu essaies de voir quelle est la population en jeu sur ces trois zones, sur l'Asie du Sud-Est, c'est à peu près plus de 50% de la population mondiale. 50% de la population mondiale. 69 des plus grandes villes sont dans ce cercle. Donc, c'est majeur. Après, que fait la Russie ? La Russie produit les commodities, matières premières, pétrole, les moins chers au monde. Oui. Et tu as vu la remise en marche de ce pipeline transsibérien. Oui. Bon, très bien, c'est pas anodin. De l'autre côté, l'Inde produit le coût du travail le moins cher. Avec des gens formés et compétents. Avec des gens formés, mais vraiment un coût du travail qui est très en deçà de ce que produisent les Chinois. Les Chinois, en gros, le salaire chinois, en comparaison effective, c'est à peu près celui d'un Espagnol. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes niveaux. Et puis après, le coût du capital en Chine, c'est le plus bas. Et la capacité de production, c'est la plus élevée. En fait, tu fais je vois ce que tu es en train de me dire. Tu fais ce triumvirate. L'énergie pas chère, les matières premières, la main-d'œuvre première et le coût du capital. Et là, tu comprends que ces trois pays vont devoir s'entendre et vont s'entendre. L'intérêt des pays va dépasser un peu les guéguerres géopolitiques. Et derrière, le financement de l'économie américaine qui était... assuré, obligatoire. Oui, en contrepartie d'un parapluie nucléaire ou en tout cas de défense, c'est un peu derrière nous. Et il faut voir que ces 6% de déficit, c'est à peu près 2 000 milliards de dollars. Mais ces 2 000 milliards, cette zone-là, vraisemblablement, on en aura moins besoin. Et donc, ça sera moins recyclé vers les États-Unis. Donc tu vois bien qu'il faut commencer à faire une bascule de la zone dollar vers une zone. Alors aujourd'hui la Russie c'est non investissable, l'Inde c'est un peu cher, donc c'est vraiment de la prospective. Mais il se passe des choses. Il y a la révolution technologique avec les crypto-monnaies et puis l'intelligence artificielle, mais de l'autre côté il y a ce qui se passe au niveau géopolitique qu'il faut aborder et qu'il faut aborder dès aujourd'hui. Qu'il faut aborder avec aussi en tête le quantique, le problème climatique, la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est la clé de l'énergie. On en parle en fusion nucléaire. Ça y est, ça pourrait se déboucler, ça ? Alors, en fait, aujourd'hui, c'est juste un problème d'investissement. D'accord ?
En fait, il y a deux paramètres sur lesquels on doit travailler, enfin sur lesquels les entreprises privées travaillent, c'est la densité et la température, de manière à faire en sorte que la masse des deux noyaux fusionnés soit inférieure à la masse des trois. Mais ça m'intéresse. Mais donc en fait, qui libère énormément d'énergie. Bien sûr. Énergie propre, potentiellement inépuisable. Exactement. C'est incroyable, c'est énorme. En fait, évidemment, c'est pas pour demain. Encore une fois, c'est de la prospective. Mais les Chinois ont dépensé depuis 10 ans 15 milliards de dollars là-dessus, alors que les Américains 7 milliards seulement, donc 2 fois plus. Et les Chinois se sont engagés à dépenser au minimum 2 milliards de dollars d'investissement public. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est que tu as l'investissement privé. Donc tu commences à avoir une boucle, en fait, et les Chinois, je peux t'assurer que ce sont les Chinois qui vont les premiers être les détenteurs, qui vont trouver les promoteurs. Et puis le quantique, c'est un peu la même chose. Et ben voilà, ne pas louper les donc les tendances, c'est ça, c'est quantique. Alors, mais c'est pas pour demain, on est bien d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des sociétés qui sont déjà positionnées avec des anticipations. Si on cherche le Nvidia de demain, il faut aller le chercher sur côté nucléaire ou côté quantique, en tout cas. Bon, ben voilà, c'est une super conclusion. Si on cherche le Nvidia de demain, il faut aller regarder du côté du quantique ou du nucléaire. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir ouvert nos chakras sur ce qui se passait dans l'économie des marchés. Voilà, ouvrons nos chakras. Merci, Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.